Aujourd'hui, ce soir, c'est Sylvain Torres que nous accueillons et il sera là pour vous répondre. Merci Sylvain d'être là ce soir. Donc Sylvain Torres a été soliste en France, au Japon, en Espagne. Il est aujourd'hui professeur international pour la formation professionnelle des danseurs. Et j'aimerais, Sylvain, que tu puisses décrire vraiment ton parcours, puisqu'on aimerait quand même en savoir un petit peu plus, avoir plus de détails sur les étapes que tu as pu rencontrer, toutes les opportunités que tu as eues pour réussir. Alors, réussir, c'est un bien grand mot, mais disons que j'ai un parcours assez classique au niveau de ma formation. J'ai commencé la danse assez tardivement, enfin, plutôt tardivement, à partir de 13 ans. Et très vite, en fait, j'ai passé l'examen pour entrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et j'ai été reçu, à ma grande surprise, j'avais très 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 peu de danse. Je suis rentré à l'école de danse, je suis rentré petit rat après le stage. J'ai fait une année à l'école de danse et ensuite j'ai quitté l'école de danse pour entrer au Conservatoire supérieur de Paris. Conservatoire supérieur qui à l'époque était un peu l'antichambre de l'école. Donc il y avait ces deux structures de formation à Paris euh, qui étaient des sœurs, quoi. Et donc j'ai fait la fin de ma formation au Conservatoire supérieur. Et à partir de 17 ans, j'ai déjà commencé à faire des contrats professionnels, alors beaucoup de galas, ce qu'on appelle de cachetons dans nos métiers, c'est-à-dire des soirées de gala où on va faire un pas de deux pas de deux, parfois une création également, avec toujours des contacts que j'avais noués, toujours pareil à l'Opéra de Paris, mais aussi là où on m'appelait, au début en remplacement. Et puis petit à petit, voilà, le métier se fait, on commence à passer des étapes, des soirées un petit peu plus grosses, des concours aussi, pas mal de concours internationaux où on croise beaucoup de gens, des directeurs de compagnie, des danseurs extraordinaires qui forgent le caractère et qui apprennent le métier parce que c'est en voyant, en étant en contact des meilleurs qu'on se forme, puis qu'on découvre aussi les différences de formation technique, artistique. Donc c'est un magnifique panel de formation de danseurs. Et moi, ça m'a considérablement conforté dans l'idée que c'était vraiment le métier que je voulais faire et surtout dans ces rencontres-là, il y avait des opportunités qui se créaient parce que les directeurs de compagnie viennent dans les concours internationaux, entre guillemets, faire un petit peu comme leur marché, recruter et voir un peu les nouvelles têtes et ce qui émerge dans le milieu de la danse professionnelle. Donc voilà, donc alors après, beaucoup de soirées de gala pendant mes premières années où en fait j'avais énormément de plaisir à faire ça parce que je voyageais beaucoup, je rencontrais beaucoup de gens et c'était très intéressant pour moi parce que je me sentais pas encore suffisamment mûr particulièrement pour rentrer dans une compagnie, dans le sens où dans les compagnies, on a quand même besoin de danseurs qui sont aguerris et je me sentais pas encore véritablement suffisamment aguerri pour intégrer les compagnies. Chose que finalement j'ai pu faire au bout d'un an et demi de soirées de gala comme ça avec des tournées, des choses comme ça. Et puis, j'ai commencé à rentrer dans les compagnies. Donc, d'abord au Japon, où je faisais des allers-retours sur les créations qu'il faisait. Après, Saragosse, qui était une super opportunité en Espagne, l'Opéra de Nice aussi. Et en fait, assez tôt dans ma carrière, je me suis blessé. J'ai commencé à me blesser. J'ai commencé à avoir des problématiques complexes parce qu'elles m'handicapaient, elles m'obligeaient à m'arrêter. Et puis là, j'ai commencé à rentrer dans un parcours opératoire un peu difficile qui m'a contraint au fur et à mesure des reprises, des arrêts, à arrêter ma carrière parce que j'étais plus en capacité de pouvoir travailler 8-10 heures par jour avec les problématiques rencontrées, comment on appelle ça, les post-traumatiques que j'avais dues aux opérations. Donc voilà, j'ai orienté ma carrière après sur autre chose, toujours dans la danse, avec des organisations de soirées de gala, sur de l'événementiel, etc. Et puis, comme je commençais à remplacer des cours, je me suis rendu compte que j'enseignais assez facilement. J'aimais beaucoup ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé par hasard à rentrer dans le milieu de l'enseignement. Et puis, de fil en aiguille, à ouvrir une école, une salle de spectacle, etc., etc. Puis voilà. Puis maintenant, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'enseigne
à tous les niveaux, des tout petits de 4 ans jusqu'aux adultes, aux amateurs, aux pré-pros, aux professionnels, aux gens qui passent le diplôme d'État, etc., etc. Donc voilà. Donc, tu as eu aussi un parcours de professeur de danse qui est... ça dure un petit peu, hein, ça fait un petit moment déjà que tu es professeur de danse classique. Et donc, tu as eu un parcours, je crois, aussi au Japon en tant que Oui. professeur, Alors, pour après revenir en France. partout où je pouvais, je donnais des stages en fait, parce que dès que je rencontrais des gens, parce que le profil français est très intéressant pour l'international, surtout quand on a fait mon parcours en fait. C'est parce que la France a quand même une résonance internationale très forte. Elle est très plébiscitée à l'étranger parce que on est quand même l'origine de la danse, le berceau de la danse classique, et c'est vrai qu'on est toujours regardé d'un œil un peu particulier. Donc les gens ont toujours plus qu'une curiosité, un peu l'envie de savoir un peu comment on travaille en France, voilà, à l'étranger. Alors parfois en France, c'est pas forcément le cas parce qu'on est tous entre Français, mais dès qu'on franchit une frontière, on est quand même très très plébiscité. Il y a une grande curiosité. En particulier, venant de l'opéra, c'est vrai que même si j'ai pas passé ma vie à l'opéra et j'ai pas fait ma carrière au Ballet de l'Opéra de Paris, le simple fait d'avoir été formé à l'école, une partie de ma formation, fait qu'il y a quand même un très grand attrait pour cette compréhension-là et ce travail d'académisme français. Donc effectivement, beaucoup de stages à l'étranger, un peu partout, et toujours avec un accueil fabuleux des gens, parce que justement, après, ça dépend de plein de facteurs, mais c'est vrai que le besoin de transmettre, le besoin de faire partager tous les détails techniques de la formation académique française fait que on a toujours un excellent accueil à l'étranger. Enfin, me concernant, j'ai toujours eu beaucoup de chance et j'en suis ravi, et je remercie tous les gens qui m'ont toujours accueilli, parce que voilà, c'est de super belles expériences, super beaux moments d'échange et de rencontres, encore une fois, parce que la danse le permet, hein. C'est toujours des rencontres formidables qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. C'est dans ton enseignement, est-ce que tu essayes d'aller plus loin que le simple enseignement de la danse à proprement dit, c'est-à-dire est-ce que tu t'orientes aussi vers des préparations mentales ou du renforcement musculaire? Est-ce que tu intègres ça aujourd'hui? Alors, en fait, c'est presque obligatoire dans le sens où euh, le travail du danseur étant très très proche, pour ne pas dire assez similaire à n'importe quel sportif de haut niveau. On n'abordait pas à l'époque, il y a des années, la même réflexion quant à l'orientation du danseur sur sa vie personnelle. Parce que la vie personnelle d'un athlète de haut niveau, d'un sportif de haut niveau, est très 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 importante et prépondérante quant à sa capacité de se développer correctement, d'éviter les blessures, de pouvoir faire face aux contraintes de son métier qui sont évidemment euh, très exigeante en termes de, comment dire, de performance physique, en termes de récupération très courte. Donc, le fait d'avoir arrêté de danser suite à mes blessures, je me suis orienté vers des sports moins, comment dire, beaucoup moins en relation avec l'art, mais beaucoup plus en relation avec le corps en lui-même. Donc, pas tout de suite, mais je me suis orienté assez vite sur les sports de combat qui était assez brutal, etc. Mais je pense que ça représentait pour moi une espèce comment dire, de parallèle avec la danse, parce que malgré tout, la danse, même si la brutalité, on la voit pas, il y a quand même des contraintes physiques très fortes. Et je retrouvais un petit peu cet aspect de travail intensif, l'intensité du travail de haut niveau que je retrouvais dans les sports de combat. Et parallèlement à ça, complètement par hasard, pour réparer des petits bobos, etc., j'ai découvert le yoga. Donc, plusieurs types de yoga, mais surtout le yoga Iyengar. Et là, en fait, ça a été comme une révélation parce que j'ai découvert une autre façon d'aborder le corps et surtout une façon très cohérente d'aborder le corps. C'est-à-dire qu'avec une logique structurelle, mécanique, qui me parlait beaucoup et surtout qui répondait à beaucoup de carences dont j'ai pris conscience en pratiquant. Donc en fait, cet apport pour moi était fondamental dans la façon de définir tous les strates finalement, tous les postes entre guillemets, si on va appeler ça comme ça, que le corps a, et en particulier le corps de tout le monde, de monsieur tout le monde, mais aussi le corps du sportif de haut niveau. Avec toute une dynamique après sur l'alimentation, sur l'hydratation, sur le sommeil, tous ces postes là que j'appelle des postes, c'est pas vraiment des postes, mais
tous ces facteurs qui sont tellement importants pour n'importe quelle personne, mais encore plus importants pour quelqu'un qui va solliciter son corps à une intensité extrêmement régulière et constante, comme c'est notre cas. La différence entre le danseur et le sportif de haut niveau, très souvent, c'est que nous, on n'a pas des périodes de compétition. On est en permanence sollicité à un rythme qui est quasiment tout le temps le même, avec parfois des spectacles matinée-soirée, mais en général, on a quasiment spectacle, pas tous les soirs, mais pas loin. Donc, ça veut dire qu'on est dans un rythme et une fréquence de travail qui est plus sur un travail presque de marathonien qu'un travail on va dire, de boxeur où on s'entraîne pendant 2 mois ou 3 mois pour un match, une rencontre. Donc, en fait, cet aspect-là m'intéressait beaucoup parce que on parle d'hygiène de vie avec un grand H comment dire, qui reprend l'intégralité de la vie d'une personne qui souhaite se dédier à la pratique sportive. Alors oui, pour répondre à ta question, obligatoirement, dans mon travail, il y a toute cette expérience dont j'essaie de faire part à mes élèves par nos échanges et dans les cours que j'anime. Et au-delà de ça, tu parlais aussi de préparation mentale, etc. Oui, bien évidemment, parce que n'importe quel athlète de haut niveau, n'importe quel artiste a besoin d'être en accord avec lui-même, a besoin de se connaître, a besoin de taire un petit peu ses craintes, a besoin de s'explorer pour savoir véritablement qui il est et pouvoir avoir un mieux-être face à la pression qui est la nôtre, parce que forcément, comme ce sont des métiers de performance, il y a une pression qui va avec, de l'environnement, de la scène, du travail au quotidien, de l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi aussi. Donc, tous ces éléments, c'est un tout. Et dans ce tout, effectivement, oui, la partie mentale est très, très, très importante parce que quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est pas en sérénité, c'est un bien grand mot, mais quelqu'un qui est bien avec lui-même, bien dans son environnement, c'est quelqu'un qui va mieux. Donc, c'est quelqu'un qui performe mieux, qui est plus dans un relationnel d'ouverture avec les autres et qui est bien dans ses baskets. Donc oui, bien évidemment, le mental, le corps, l'intégralité des rencontres physiques, que ce soit le yoga ou d'autres pratiques. Alors, j'ai pas connu le Pilate, que j'aurais bien aimé explorer, mais j'ai pas eu le temps. Mais je trouve aussi, voilà, ce sont des chemins qui sont excellents activités complémentaires aux danseurs et qui, à mon avis, font beaucoup de bien aux danseurs, chose qui, à l'époque, dans nos formations, était complètement absent. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était complètement absent à notre époque. Et d'ailleurs, c'était un peu ma prochaine question. Si tu avais eu toute cette connaissance avant, j'ai envie de dire, pendant ta formation, certainement ta carrière se serait passée différemment. Certainement sans avoir eu toutes ces blessures et Ah, puisque complètement. l'approche n'est pas la même. Mais disons que la compréhension, de tous les métiers, enfin toutes les formations très passionnantes, qu'elles soient artistiques ou sportives, euh, ont quand même le premier facteur qui est défini dans ce type de formation, c'est quand même le plaisir et la passion. Dans cette notion de plaisir et de passion, on peut oublier que derrière ce premier portail, il y a quand même toute une gestion. Et la passion l'emportant surtout, la détermination et le plaisir à la pratique peut faire oublier qu'on répond quand même à des critères. Et comme on n'est pas en tant que danseur considérés comme des sportifs de haut niveau, parce qu'on est quand même des artistes avant tout, on dépend du ministère de la Culture et pas du ministère Jeunesse et Sport. C'est un détail, mais qui a son importance, parce qu'effectivement, à ce titre, on a plus une image d'artiste, comme un musicien, un chanteur, un peintre, un sculpteur. Et alors qu'en fait, on est vraiment dans une catégorie sportive de niveau qui demande et qui nécessite une compréhension de l'hygiène de vie que doit avoir un danseur. Et donc, on passe à côté certainement de beaucoup de choses si on n'est pas aiguillé. Aujourd'hui, je pense que bien plus qu'avant, il y a cette recherche que l'élève danseur soit pleinement conscient que son corps est un outil, que cet outil nécessite une approche particulière, un entretien particulier, une écoute particulière, et qui doit avoir aussi un process, un environnement qui doit être favorable à son suivi, parce que c'est aussi ça la problématique pendant des années, c'était entre guillemets
compréhension de l'artiste danseur, soit il était fait pour ce métier, soit il n'était pas fait pour ce métier. Entre guillemets, on comprenait que les plus solides s'en sortaient, et puis ceux qui étaient pas suffisamment solides faisaient pas ce métier. C'était un petit peu une espèce d'élimination du plus faible, alors qu'en fait, il y a certainement dans cette élimination dite soi-disant naturelle, une part justement de méconnaissance, une mécompréhension, une incompréhension de notre métier, qui est un métier beaucoup plus, autant sportif qu'artistique, c'est bien évident. Donc c'est vrai que la gestion du corps, la gestion de la tête, ce sont des éléments, à mon avis, prépondérants à nos métiers, à notre métier, et au métier, de toute façon, de toutes les personnes qui passent sur scène, hein. Le chanteur a effectivement une préparation, alors qu'il est chanteur, on ne peut pas dire qu'il est en pleine expansion corporelle, mais il a un travail de préparation mentale, physique. On appelle ça même des coachs pour eux, alors que pour nous, c'est juste des professeurs. Et voilà, mais tout le rapport aux ostéopathes, aux kinés, etc., qui pour nous sont des acteurs de nos vies, alors que c'est quand même des gens qui réparent. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à aller vers ces professionnels de la santé, et sans prendre véritablement conscience que quelque part, si on va beaucoup voir ces professionnels de santé, c'est parce que justement notre santé est toujours un petit peu en mise en jeu, quoi. Hein, donc c'est évident, comme tout sportif, hein, ça c'est clair et net. Ouais. Et aujourd'hui, alors, tu travailles dans un conservatoire aussi? Aussi, Oui, et ma question c'est comment, alors les conservatoires, c'est vrai qu'il faut préciser qu'ils ont en fait, ils ont des programmes à respecter, hein, ça. par année. Et comment est-ce que tu intègres tout ce complément de formation, toute cette approche à l'intérieur de tes cours au sein du conservatoire, puisque vous êtes quand même assez tenu, on va dire, de suivre un programme spécifique. Alors, en fait, c'est un petit peu comme pour tout, j'ai envie de dire, dans la direction des conservatoires, il y a avant tout des êtres humains, déjà d'une part, et d'autre part, selon les régions, selon les départements, selon les communes, et le profil des personnes qui dirigent les conservatoires, qui sont sensibles ou non à telle ou telle approche, j'ai envie de dire, c'est toujours une question humaine, une question de confiance aussi. Quel que soit, c'est vrai que le lieu où on travaille malgré tout avec des êtres humains, la transmission est orale, et même si effectivement on est, entre guillemets, tenu de respecter des programmes qui sont plutôt institutionnalisés de manière globale, il y a malgré tout une certaine liberté à entreprendre et à justement mettre en place dans cette espèce de cursus que l'on doit respecter, un programme où le professeur, lui aussi, a ses capacités personnelles à transmettre de telle ou telle façon. Il est bien évident que un conservatoire au nord de la France, au centre de la France et au sud de la France, s'il répondait à, on va dire, à des personnes qui ont exactement la même formation, exactement le même parcours, ils auraient des enseignements certes différents parce que ce sont des personnes différentes avec des sensibilités différentes. Donc ces sensibilités, elles s'expriment malgré tout toujours. Alors dans un contexte qui doit être, qui est entre guillemets presque standardisé, même si j'aime pas le mot, mais la liberté justement artistique, elle est aussi là, c'est-à-dire se dire voilà si je sens que c'est bon pour mes élèves, si je sens que je dois orienter tel ou tel type de cours avec cette sensibilité-là, je vais le faire parce que l'expérience aussi fait que je sais que ça fonctionne et qu'il y a un mieux-être et que malgré tout, je m'adapte au programme qui m'est imposé tout en intégrant dans ce programme une façon de mettre en place les choses pour arriver à ce que mon travail s'exprime au sein même de ce cursus. Alors, selon les directions, elles sont plus ou moins ouvertes à ça. Hein, c'est évident. Mais disons que la problématique qui se pose le plus, ça serait de penser que et la standardisation de cursus pédagogiques qui sont au niveau national aurait le même effet partout. Eh ben non, parce que comme dans toutes les écoles de France aussi, n'importe quelle, sans parler d'école de danse, elle est composée d'humains avec des sensibilités différentes, des mots différents, des façons de faire différentes. Et heureusement qu'on arrive malgré tout, je pense, chacun d'entre nous à intégrer un petit peu nos savoir-faire, nos savoir-être dans nos métiers, parce que sinon
ça voudrait dire qu'on se contenterait juste de lire le code de la route sans pouvoir l'interpréter, quoi. En gros, ça serait un petit peu ça. Oui. Et qu'est-ce qui t'a le plus manqué dans ta formation, s'il y a quelque chose qui t'a vraiment manqué pendant ta formation de danseur, qu'aujourd'hui tu te tiens vraiment de transmettre? Alors, je pense que c'est évidemment ce dont on vient de parler, c'est-à-dire une approche mentale de l'apprentissage. Là, je parle aussi bien pour les amateurs que pour les pré-professionnels, que pour les professionnels. Quoique les professionnels, c'est plus simple parce qu'ils sont vraiment déjà dans un bar. Mais moi, je travaille beaucoup en amateur, en pré-pro. Et c'est vrai que la relation qu'on a avec son propre corps, c'est-à-dire de considérer son corps, de le comprendre et de le connaître tel qu'il doit être abordé, dont ça rejoint la conversation qu'on a eue. Donc cette partie-là pour moi est fondamentale. Elle était abordée, mais de manière très succincte, parce que le milieu professionnel, pré-professionnel, dans les formations d'élite, comme les écoles nationales, le conservatoire supérieur, ce genre d'écoles, il y a une telle compétition en fait que la pression de la compétition, le rythme et l'intensité de travail fait que le mental se forge à la dure entre guillemets parce qu'on est confronté à la pression et à la réalité de la pression et des exigences au quotidien. Après, c'est surtout on va dire en parlant d'hygiène de vie et de santé, c'est-à-dire ce corps répond à des besoins et quelle que soit l'activité physique qu'on fait, même si on fait du spécifique quand on est ou telle catégorie sportive, mais le grand absent de nos formations avec le recul, c'est tout l'aspect management du corps, c'est-à-dire on s'hydrate pas assez, le repos, est-ce qu'il est efficace, pourquoi il faut éventuellement écouter le corps pour savoir quand est-ce qu'il faut prendre un jour, parce que parfois c'est complètement nécessaire. Est-ce qu'il est nécessaire aussi parfois de se faire masser plus que de s'étirer? Est-ce que tous les étirements sont bons et à quelle heure et à quel moment de la journée? Donc cette gestion qui est un petit peu aléatoire, qui était un petit peu aléatoire, aujourd'hui, elle répond à des études, elle répond à des expériences de divers sports qui sont tout à fait transposables dans le milieu de la danse. Parce qu'en fait, on a un travail, comme je vous dis, très proche des triathlètes, des marathoniens, des gens qui font ce qu'on appelle du foncier long, hein, donc qui travaillent sur le long terme. Euh, donc en fait, cette partie-là, oui, m'a manqué. Alors la partie mentale, pas forcément, parce que bon, après, on a tous des tempéraments différents et je pense que j'étais plutôt prédestiné à faire avoir un parcours à l'intensité, à la performance. C'était plutôt ma mentalité. En revanche, bah, justement, comme j'avais plutôt cette mentalité-là, j'aurais dû avoir un accompagnement pour, entre guillemets, préserver le corps, savoir comment lui donner une hygiène de vie au lieu de simplement lui imposer un travail acharné euh, sans intelligence, j'ai envie de dire, c'est-à-dire brut. Et à mon avis, c'est vraiment ça, si je regarde aujourd'hui, c'est ça qui m'a manqué, c'est-à-dire cette compréhension de la biomécanique du corps, savoir comment ça fonctionne, quel est le rôle de l'hydratation, du sommeil, de la nourriture est excessivement importante, de la relation entre son poids d'origine et son poids en tant que sportif de haut niveau, et là, c'est vraiment toute une mécanique. On rentre dans le sport de haut niveau et c'est ce pourquoi je reviens sur le début de mon intervention où nous sommes malgré nous des sportifs de haut niveau, des athlètes et il faut absolument qu'on nous voit comme ça. On ne peut pas nous voir que comme ça parce que ça serait vraiment extrêmement réducteur par rapport à nos sensibilités artistiques respectives. Mais au-delà de ça, nous sommes, de par le fait de notre travail au quotidien, des athlètes de haut niveau et à ce titre, on se doit d'aborder cette notion d'hygiène de vie, d'hygiène du sportif de haut niveau, quoi, ce qui était absente à l'époque. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça qui m'a complètement manqué et que j'ai dû découvrir au fur et à mesure de mes blessures et parfois 20 ans plus tard en comprenant, ah, c'est peut-être pour ça que... Donc l'expérience, effectivement, permet ça. Et encore pour répondre à ta question, oui, ben, je le transmets. Parce que plutôt les enfants sont informés, les étudiants sont informés, les jeunes majeurs sont informés, plutôt dans leur métier, ils vont pouvoir éventuellement éviter les erreurs que l'on a commises et surtout avoir une mauvaise interprétation des événements qui leur arrivent dans leur carrière. Parce que c'est aussi ça, hein, parfois. Parfois, on traîne des petits bobos et puis bon, ben, c'est là et on fait avec.
on se pose pas vraiment la question de savoir ce que c'est, alors que ça peut être quelque chose, un petit bobo peut se transformer dans une blessure chronique, puis une blessure qui mettra un terme à une carrière. Donc, c'est tout un process hein, j'ai envie de dire, d'audit corporel qu'on nous a, enfin, à mon expérience propre, qui ne m'a pas été euh, proposé. Et pour répondre vraiment à ta question, oui, ça m'a manqué. La preuve, je pense que l'arrêt de ma carrière est aussi dû à cette méconnaissance-là. Vraiment, quels seraient tes conseils pour les futurs danseurs et danseuses qui souhaitent vraiment en faire leur métier? Mais je pense que tu y as en partie répondu, mais si tu souhaites rajouter quelque chose. Oui, parce qu'en fait, alors effectivement, c'est surtout, ça dépend de l'âge, c'est toujours pareil. Quand ce sont des jeunes qui sont vraiment déjà dans un circuit on va dire, de danse-études, où ils ont déjà un parcours, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la pratique au quotidien sur du 20 heures, 25 heures semaine, j'aurais pas les mêmes conseils à donner sur quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans cette tranche-là. Pourquoi? Parce que il y a toute une relation qui est parfois un petit peu absente par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que quand l'enfant est un jeune mineur et qui vraiment a cette passion-là, parce qu'on en voit beaucoup, hein, des 10 ans, des 11 ans qui sont extrêmement passionnés, c'est des enfants qui vont faire ce métier parce que leur foi est tellement grande qu'on ne peut que reconnaître en cette détermination une volonté farouche de s'exprimer par le corps. Donc on sait que, voilà, qu'ils répondent à cet appel du corps. Et alors à cela, effectivement, les conseils seront beaucoup des conseils sur la connaissance et la culture de ce métier, hein, par l'apprentissage. C'est-à-dire que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est cette espèce d'accès permanent, gratuit, monumental qui est Internet, qui permet de découvrir le monde entier en restant chez soi. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument formidable qui, nous, était complètement étranger à notre formation, puisque on n'avait pas cette ouverture sur le monde. Donc ça, pour eux, c'est une chance absolument inouïe, incroyable. On découpait les journaux, n'importe lequel, avec les photos de danseurs, on collait ça dans nos albums. Enfin bon, c'était vraiment archaïque, mais voilà, la passion était la même, la passion est la même. Donc à des plus jeunes, je leur conseillais vraiment de s'informer, de savoir c'est quoi le monde de la danse. Parce que le monde de la danse, aujourd'hui, il est pluriel, il y a tellement de visages. Et c'est vrai que pouvoir savoir un petit peu quelles sont qu'on appelle ça, les diverses formations qui existent, les diverses sensibilités par rapport au pays, quelle est l'histoire, les histoires de la danse, tellement important parce qu'elle structure le danseur quoi, dans toute sa vie. Donc ça, c'est la première des choses. Pour les enfants qui seraient peut-être plus âgés, c'est-à-dire qui sont déjà dans un circuit danse-études, 13, 14, 15 ans, peut-être même un petit peu plus jeunes parfois. Donc là, l'approche, évidemment, est la même, mais avec une dimension déjà un petit peu plus professionnelle dans l'approche, en disant, voilà, ton corps aujourd'hui, il va très bien, il a des petits bobos, des petits machins. On a un audit personnel à faire sur ses sensations, sur ses petits bobos, ses petites blessures, sur son alimentation, sur le sommeil, sur l'hydratation, parce qu'on répond tous à ces besoins humains. Voilà, ce sont des besoins humains. Et dans nos métiers, selon l'éducation, l'environnement familial, ils peuvent être très, très différents. Et comme on n'a pas tous les mêmes besoins, même si on a quand même besoin de se nourrir, s'hydrater, dormir, hein, ça c'est tout le monde. Mais voilà, les doses sont peut-être pas les mêmes. La façon de le faire est peut-être pas la même. La façon de le sentir, de le ressentir est peut-être pas la même. Et donc, apprendre au danseur à un peu partir à la découverte de lui-même en tenant comme une sorte de carnet de bord sans vraiment le tenir de manière précise, mais voilà, pour voir sur sa saison, comment elle s'est passée, en fonction de quoi. Est-ce que dans les moments où il travaille le plus, où il est dans des préparations de concours ou d'examens, etc., est-ce que il rencontre de grosses difficultés qui sont vraiment liées à cette notion-là? Est-ce que l'environnement, est-ce que l'hygiène de vie pourrait être un poste très important? Est-ce que ça serait plus l'hygiène mentale, hein, justement, ou cette préparation mentale? Donc en fait, il faut avoir, en plus de la pratique, qui est importante, qui est régulière, qui est exigeante, il faut avoir ce questionnement. Parce que tôt ou tard, c'est quelque chose qui va s'imposer à soi par contrainte, par obligation, face aux blessures, face aux problèmes qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc le fait de l'inclure directement dans la formation, le fait de l'inclure directement, c'est que ce questionnement-là crée un environnement où il y a des gens qui sont capables d'écouter. Alors,
je suis pas médecin à ce niveau-là, mais c'est vrai d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ce qui te manque, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des danseurs qui ont des dos en béton armé et qui n'ont pas d'abdos, hein, ça arrive. Il y a des danseurs qui sont très très à l'aise sur leurs jambes, mais qui ont beaucoup de mal sur les sensations d'équilibre, parce qu'ils peuvent être très forts, mais en manque de proprioception. Donc tout cet accompagnement assez subtil et assez spécifique, justement, faut chercher dans son environnement qu'est-ce qui pourra t'amener à avoir plus de compréhension de toi. Ça peut être un complément, j'ai n'importe quoi, de yoga, de pilates, d'autres choses, mais parfois, effectivement, ce petit détail-là, c'est toujours un petit plus. Rester uniquement dans sa pratique sans avoir un complément, un petit complément, pour moi, c'est un peu annihilant, c'est un petit peu le risque. Alors, c'est toujours le risque du violoniste ou du musicien qui fait 12 heures par jour, quoi qu'il arrive, et en vacances, il en fait que 10. Et le risque, c'est effectivement de ne pas sortir un petit peu de cette routine de travail, même si c'est pas un mot péjoratif, mais de prendre un petit peu de recul en faisant autre chose, toujours dans le même sens, hein, pour aller vers cette quête de performance, connaissance de soi, mais avec un regard qui n'est plus orienté vers cette même pratique, parce qu'elle permet de faire ce qu'on appelle un travail généraliste. Nous sommes des ingénieurs corporels spécifiques. On travaille sur des contraintes qui sont extrêmement particulières. La rotation externe de la danse classique, tout ce qui est rotateur externe, l'en dehors, c'est quelque chose de très très particulier. Et l'être humain n'est pas fait pour ça. Donc on va conditionner nos corps pour les préparer à ça. Donc ça sous-entend qu'il y a toute une partie peut-être qui va être plutôt mise de côté et donc qui empêcheront un travail harmonieux, une harmonisation de la musculation générale du corps, qui risque d'être à défaveur d'un travail plus poussé à moyen ou long terme. Donc ça veut dire, je conseille d'avoir une sorte de porte ouverte sur autre chose, toujours en relation avec le corps, mais qui permet d'aborder le corps différemment, avec une notion, non pas forcément de réparation, mais on va dire comme une sorte d'audit. Hein. Donc on peut apprendre à découvrir son corps différemment, sans être une pratique intensive, pas du tout, hein, mais justement une pratique qui va complémentariser le travail du danseur pour lui permettre de voir quels seraient éventuellement ses manques, hein, parce que même s'il est très sourd, même s'il est très fort, comme je viens de le dire précédemment, notre travail est quand même très particulier et il y a des postes, des spécificités dans le corps où on n'est pas particulièrement à l'aise ou pas particulièrement performant et qui risquent de poser problème avec le temps, quoi, avec la pratique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci, Sylvain. Et on a une question de la Oui, part de Domi. Donc, elle demande actuellement pour un danseur qui souhaite être recruté, comment oui. peut-il rencontrer des professionnels? Alors, le monde de la danse, en général, les professionnels de la danse sont en compagnie. Donc quand on dit rencontrer des professionnels, ça peut être, il y a plein de façons de rencontrer des professionnels. Les professeurs qui en général donnent des cours, on va dire magistraux, justement dans les conservatoires, les grosses structures, etc., sont souvent des gens qui ont un parcours professionnel, qui sont des professionnels. Donc effectivement, selon j'aime pas le mot notoriété, mais selon leur parcours, leur expérience, ils peuvent être tout à fait à même de conseiller un danseur qui est en formation sur comment va s'orienter le passage entre le pré-professionnel et le professionnel, c'est-à-dire concours internationaux, quels sont les concours qu'il faut plutôt préparer, qu'est-ce que ça va apporter au danseur qui est en formation, pourquoi faire ce type de concours et pas plutôt celui-là, parce que celui-là va t'apporter des choses différemment, celui-là aussi c'est le moyen, comme je le disais précédemment, de rencontrer des directeurs de compagnie qui viennent entre guillemets rencontrer les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail de la danse. Ça peut être aussi l'intégration parfois dans des ballets d'envergure où on demande de jeunes danseurs pour complémenter un corps de ballet, ça peut être ça. Et puis évidemment, la première des choses quand on souhaite rentrer dans le monde professionnel, c'est les auditions. Donc les auditions des compagnies, qu'elles soient nationales ou privées, voilà, il y a tout un qu'on appelle ça un process à suivre. Voilà, préparation du CV, envoie des vidéos, le nom le listing des compagnies qu'on peut trouver sur aujourd'hui avec le net sur n'importe quelle plateforme facilement, n'importe quel moteur de recherche. Et voilà, donc, mais c'est vrai que ça dépend de la formation, enfin,
des compagnies ou du monde professionnel vers lequel on se dirige, quelle identité il a, est-ce que c'est une identité néoclassique, classique, contemporaine, hip-hop, que sais-je, parce qu'effectivement là, les circuits sont peut-être pas les mêmes, hein. Entre une compagnie jazz, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup moins, il y en a très peu, c'est plutôt plus des projets, est-ce que c'est de la comédie musicale, c'est encore différent, est-ce que c'est de la danse classique plutôt néoclassique contemporaine, est-ce que c'est une compagnie hip-hop, est-ce que c'est une compagnie contemporaine pure, où là c'est encore différent parce que les ramifications sont pas les mêmes, les réseaux sont pas les mêmes, mais d'une manière générale, partout où l'activité, la pratique du danseur est enseignée, et plutôt en réseau pré-professionnel, c'est plutôt vers là qu'il faut se diriger. Je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui fait du contemporain, qui est déjà dans une structure professionnelle où il fait du 25 heures par semaine, on va dire, qui s'oriente vers les conservatoires supérieurs, vers les écoles professionnelles reconnues ou qui ont renommé, qui permettent souvent de rencontrer dans leurs équipes des professionnels de haut niveau qui seront à même de répondre à ce type de questionnement, parce que dans nos métiers, bon, c'est quand même une pratique, une transmission orale. La plupart du temps, une grande majorité du temps, les gens sont toujours ravis de pouvoir répondre aux questions que se pose un élève, un étudiant qui a envie de faire ce métier et qui sait pas peut-être à quelle porte toquer. Donc oui, voilà, pas hésiter surtout à entreprendre des questions, à entreprendre des personnes qui seraient à même d'y répondre et surtout oser, parce que notre carrière est très courte. Chaque jour qui passe, j'avais mes professeurs qui disaient, on a dû avoir les mêmes, mais mes professeurs disaient, chaque jour qui passe, c'est une semaine qui passe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas trop le temps comment dire, de garder sa timidité pour soi, hein. Il faut un peu pousser les portes avec force parfois, parce que voilà, la carrière est très courte et plus tôt on sait qui on est, plus tôt on sait ce que l'on veut, plus tôt on sait à quoi répondre. Qu'est-ce que le monde du travail propose pour les personnes avec l'identité qu'a le danseur, plutôt on peut s'orienter entre guillemets vers les bonnes portes, hein, parce que c'est aussi ça. Après, il y a des danseurs qui savent pas trop justement vers quelle compagnie où aller, etc. Mais après ça va se préciser avec la pratique. Mais ce pourquoi les rencontres avec des gens du métier qui forment, voilà, qui sont en général des gens du métier avec des carrières, peuvent comprendre la sensibilité du danseur très tôt, parce que on connaît le danseur, on connaît, on est passé par là aussi, on a rencontré tellement une panel de gens différents qu'on comprend la sensibilité du danseur assez vite pour pouvoir lui donner des conseils, pas pour l'orienter véritablement, mais pour lui donner des conseils pertinents quant à sa recherche. Et après, comme je dis, selon les catégories de danseurs, hein, entre le danseur du hip-hop et le danseur classique, les déclinaisons seront pas les mêmes et les démarches non plus seront pas les mêmes. Donc, il y a une autre question. Pour débuter la danse, conseillerais-tu de commencer par la basse classique? Alors, longtemps, j'ai pensé que oui, parce que pour moi, le classique, c'est vraiment le solfège de la danse. Et dans le classique, il y a tellement de choses en plus que la danse qui sont enseignées, c'est-à-dire tellement de choses, la musicalité, la proprioception, la notion du travail en groupe, l'écoute musicale, la compréhension de la rythmique propre à la danse, la notion de compréhension de la biomécanique du corps, de la posturalité, de la compréhension de l'équilibre, des transferts poids de corps qui se font très vite dans la danse, même chez les petits. C'est-à-dire c'est des choses, même si on ne parle pas avec ces mots-là, c'est des choses qui s'acquièrent en pratiquant le classique. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je connais beaucoup de danseurs qui ont des parcours différents, qui n'ont pas forcément commencé par le classique et qui s'y sont retrouvés à un moment par sensibilité et qui ont pu pousser plus vers le classique. Après, ça dépend toujours de ce qu'on a envie de faire. Le classique, c'est vrai que pour quelqu'un qui aime la danse, mais qui ne sait pas vers où aller, je pense qu'en tant que parent, c'est très bien de conseiller son enfant de commencer par le classique. Maintenant, c'est toujours pareil, ça dépend aussi d'une question de personne, parce que, comme je le disais précédemment concernant les directions de conservatoire, comme dans toutes les écoles de France et de Navarre, il y a aussi des atomes qui vont se penser, des sortes d'affinités relationnelles avec ce professeur de danse classique qui me parle pas, avec qui je m'entends pas trop, je sens pas tellement, je me sens pas vraiment en confiance et tout, etc. Et ça m'apparaît un petit peu trop
comment dire, rigide pour moi. Et je trouve que ce professeur-là qui fait de la danse contemporaine, ça me parle plus, j'ai plus envie d'essayer, etc. Donc pour moi, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion d'apprentissage. Quel que soit le chemin que l'on prend, il faut plutôt à choisir un professeur qui va donner le plaisir de danser, ça c'est très important, mais surtout qui va transmettre. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'être dans l'accueil et le plaisir d'être tous ensemble pour faire de la danse, c'est évident, le professeur a un devoir fondamental qui est de transmettre à l'élève. Donc, s'orienter vers un professeur qui a, entre guillemets, cette exigence personnelle de transmettre à ses élèves. Donc ça se voit souvent par le niveau, entre guillemets, des élèves qui fréquentent les écoles, mais aussi par l'accueil, c'est-à-dire que la structure d'un cours, c'est un petit peu comme à l'école. Il y a un début, un milieu, une fin, il y a une progression qui est visible, il y a des exercices qui sont complexes parfois, qui demandent de la répétition. Donc quand on est dans cet état d'esprit de travail et d'arriver à obtenir quelque chose par un travail régulier et de répétition, ça veut dire qu'on est déjà dans une démarche académique. C'est-à-dire qu'on sait, c'est éprouvé que ça fonctionne. Donc, quel que soit, à mon avis, le début, si effectivement on n'a pas d'atome crochu pour le classique pour telle et telle raison, en fait, c'est ça qu'il faut rechercher. Maintenant, oui, à mon niveau, je remarque que les enfants qui ont fait de la gym très jeunes, qui ont commencé par la baby gym ou la gymnastique, les enfants qui ont commencé par la danse, les enfants qui ont commencé par la musique classique, c'est vrai que ce sont souvent des enfants qui sont habitués à apprendre rapidement, à développer leur concentration, à répondre à, comment dire, facilement aux sollicitations des professeurs. Et ils ont eu cette habitude d'être sollicités et tout de suite essayés. Donc en fait, on est vraiment dans une démarche d'apprendre et faire, apprendre et faire. Donc ce rapport-là, ce ping-pong-là mental, on se rend compte qu'il est très favorable à l'apprentissage et très souvent, les enfants qui ont de grandes facilités à l'école, hein, je ne parle pas de la danse, mais à l'école, sont souvent des enfants qui aussi, au niveau de la danse, ont plus de facilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité de concentration qui est accrue parfois, une mémorisation. Mais c'est vrai que la danse classique, je ne peux lui reconnaître que des valeurs. C'est évident. Donc, un enfant qui ne saurait pas quoi faire, mais qui a envie de danser, s'il a une belle rencontre avec le professeur de danse classique, bien sûr qu'il faut commencer par le classique parce que ça va lui donner évidemment toutes les bases nécessaires de danse. Quelqu'un qui veut s'orienter, pendant des années, tous les danseurs de jazz, des grands danseurs, je parle de Rick Odom, Geraldine Armstrong, tous les gens de la danse jazz que je connais très bien sont des gens qui ont toujours fait du classique en parallèle. Alors que leur corps était déjà comment dire, en maturité totale, mais le classique structure. Et en fait, cette structure du corps, c'est toujours pareil, c'est un petit peu les gammes du musicien. Les gammes structurent le cerveau, donnent de la dextérité. La danse classique structure le cerveau et donne cette dextérité physique aussi. Alors, j'ai une autre question de Stéphanie. Ouais. Donc, est-ce que tu connais des écoles internationales de danse qui proposent une formation pour des jeunes danseuses avec des horaires aménagés, collège danse, tels que le Royal Ballet School? Oui, alors le Royal Ballet School est une école d'État, au même titre que l'Opéra de Paris, le Conservatoire supérieur, l'English National Ballet, tant d'autres que je vais pas toutes citer. Mais oui, alors il y en a beaucoup. Si ce sont des écoles d'État, elles répondent à des critères d'entrée, d'audition, de sélection avec des examens d'entrée. Si ce sont des écoles privées comme l'école Caroline de Grâce de Monaco, qui sont aussi presque des structures d'État, mais qui sont plus des structures privées, elles répondent aussi aux mêmes exigences, c'est-à-dire toujours pareil, une sorte d'audition, d'entrée, etc. Alors parfois dans les écoles privées, il est parfois un peu plus facile, parfois, ça dépend lesquelles, d'y avoir accès, parce que les places sont parfois un petit peu plus ouvertes que dans les écoles d'État où les places sont entre guillemets un peu plus chères parce que les classes sont moins consistantes en termes de nombre d'élèves. Mais elles répondent toujours à ces mêmes critères, c'est-à-dire, ça dépend. Hein. Si c'est en Angleterre, ça, je pourrais pas, j'en connais pas suffisamment, pas de mémoire, mais en France, il y en a quand même beaucoup qui proposent le même type de formation, mais pas dans des écoles d'État. Enfin, ce que propose l'Opéra de Paris, Conservatoire supérieur de Paris, Lyon,
les conservatoires régionaux, il y en a partout en France, régionaux ou départementaux, qui ont ce qu'on appelle des circuits CHAM, c'est-à-dire les cours de danse, à cours horaires aménagés pardon, les CHAD, pas les CHAM, cours horaires aménagés de danse. Les conservatoires régionaux, départementaux et nationaux les proposent. Voilà, les conservatoires en général communal les proposent pas, mais voilà, ce sont des conservatoires qui proposent exactement le même genre de choses, c'est-à-dire que les enfants vont à l'école le matin ou l'après-midi et ils ont un programme danse d'une vingtaine d'heures, 25 heures par semaine, exactement la même chose que l'on fait dans les écoles d'État dont on vient de parler précédemment. Donc oui, il y en a beaucoup en France. Souvent, ce sont des écoles dites gratuites parce que les conservatoires sont des collectivités, elles dépendent des collectivités territoriales, donc ce sont des écoles à accès gratuit. Comment dire, à contrario, des structures qui proposent la même chose dans le privé, qui elles, comme sont privées, sont payantes, même si parfois elles sont subventionnées. Donc voilà, après, ça dépend de là où on se situe, l'environnement, on va dire, l'adresse physique, là où on habite, hein, effectivement, ça va dépendre de ça, ça va dépendre de tous ces facteurs-là, mais souvent, ce sont quand même les seuls habilités à pouvoir former. Et comme je dis, alors, si la question était par rapport à l'Angleterre, j'ai pas assez de connaissances ni sur Londres, sur Liverpool ou Seattle, sur les structures qu'il y a, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup plus en Angleterre qu'en France. Mais en France, il y en a quand même beaucoup. Paris, Lyon, Marseille, le sud de la France aussi, il y a beaucoup de conservatoires dans le sud qui ont énormément de danseurs en cours horaires aménagés. Donc oui, oui, il y en a beaucoup en France, oui, malgré tout. Merci de la part de Stéphanie. Ok, Stéphanie. Et il y a encore une question. Oui. Donc, Domi qui pose la question, bon, bah, toi, tu as débuté la danse tardivement. Et donc, elle aimerait savoir si avant ça, tu exerçais déjà une activité sportive. Alors oui et non. À titre personnel, j'ai été quelqu'un d'extrêmement remuant. Hyperactif, pas dans le sens maladif du terme où on l'emploierait aujourd'hui, mais je pense qu'on peut dire ça. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un de très, très, très agité. Et j'ai toujours eu des activités physiques qui m'intéressaient pas trop, mais que mes parents me faisaient faire, je pense, pour canaliser un petit peu cette énergie. Donc j'ai fait un peu de tennis, alors j'ai fait du patinage artistique aussi pas mal quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ça m'intéressait pas du tout, mais ils voulaient me prendre absolument dans l'équipe de France quand j'étais petit, mais moi, je ne m'intéressais pas du tout. Et puis après, là où j'étais, j'ai même fait du football. Donc c'est vraiment le truc. Aujourd'hui, bon bref, j'étais gardien, on m'appelait la passoire. Je m'en souviendrai toujours. Et j'adorais aller au foot parce que c'était n'importe quoi. J'étais dans les pires équipes qui puissent exister en France, je pense, mais je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie. Donc ouais, j'avais une activité physique, mais qui n'était pas du tout une activité, on va dire, qui était orientée vers toute cette démarche-là. En fait, c'est vraiment la découverte de la danse et le coup de foudre, hein, parce que je ne peux appeler ça que comme ça, qui m'a transformé en sportif de haut niveau et en athlète, parce que sinon je faisais du sport, mais le sport, à part le fait de se dépenser avec le corps qui vraiment répondait à quelque chose qui était très important pour moi, c'est ce besoin d'être dans la fatigue, dans le dépassement de soi, comment dire, dans vraiment quelque chose de pénible, parce que j'ai toujours aimé me retrouver dans cette situation où c'était difficile. Donc, j'ai jamais eu de sport, on va dire, favori, puisque tous les sports que je faisais ne m'intéressaient pas. Je les faisais parce que c'était à côté de chez moi éventuellement, ou c'était parce que les copains y allaient. Mais voilà, la découverte de la danse, ça a vraiment été un hasard et en même temps le coup de foot qui a démarré ma vie d'artiste et de sportif, quoi. Plus sportif d'abord et artiste ensuite, parce que, comme disait Liffard, qui était quelqu'un de très, comment dire, parfois complexe à comprendre, mais il disait le danseur est un athlète qui a du style. Et j'aime beaucoup cette définition-là parce que c'est vrai, d'une part, mais c'est aussi vrai dans sa formation. C'est-à-dire que d'abord, on a une démarche qui est tiré vers l'artistique parce que c'est ça qui nous habite, mais en même temps, voilà, on passe par, comme je dis, toute la conversation qu'on a eue, par cette compréhension physique qui fait on devient d'abord des athlètes. Et à cette dimension athlétique, on y ajoute effectivement une dimension artistique, sensorielle, esthétique, qui fait qu'on va devenir des danseurs, quoi. Parce qu'un danseur, c'est tout ça à la fois, c'est pas que de la technique, c'est pas qu'une version artistique, c'est aussi un mélange des deux, du corps et de l'esprit.
qui se rencontrent. Donc, c'est toute cette dimension qui a fait que moi, ça fait tilt. Mais le sport pour le sport, j'avais pas vraiment d'activité. Je faisais un petit peu de sport comme tout le monde, 2 fois par semaine ou 3, selon quand je faisais du tennis et autre chose. Mais rien qui m'a marqué, quoi. Rien qui m'a véritablement transcendé. Voilà, à part la danse. Merci Sylvain, vraiment merci. Je n'ai plus de questions. Si tu souhaites rajouter quelque chose, tu peux. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah écoute, non, si ce n'est que pour toutes les personnes pour qui la danse représente une voie vers laquelle ils s'orienteraient, aujourd'hui, il y a, je pense plus qu'avant, beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose si on est un peu curieux, si on arrive à être bien entouré et si effectivement on sait regarder un peu derrière les portes qui sont proposées, chose qui était moins le cas à l'époque. On était beaucoup plus des passionnés dans la lutte en train de fabriquer nos corps avec une détermination absolument sans faille, mais sans pourtant forcément avoir l'intelligence de cette compréhension du métier qu'on allait faire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile de s'orienter vers cette compréhension-là, en sachant que c'est un métier complexe, parce qu'il demande beaucoup de qualités humaines en plus des qualités d'athlète. C'est quand même un milieu particulier où on a besoin d'être en accord avec soi, bien avec soi pour être bien avec les autres et savoir où on veut se diriger. C'est un métier aussi où on est amené souvent à changer d'orientation. Dans le genre d'orientation, ça veut dire que on peut très bien se sentir dans une structure, mais avoir le besoin à un moment de prendre des risques, d'aller vers quelque chose qu'on connaît moins. Ou voilà, voilà. Et c'est comme c'est un métier un peu complexe et qu'on va être en autonomie quasi tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une espèce de monde où on est dirigé, on se dirige soi-même. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se connaître tôt. C'est très important d'être entouré et encadré pour savoir effectivement quel type de personne on est et à quoi on aspire en tant que futur danseur pour bien préparer sa carrière, bien débuter sa carrière et quels que soient les événements auxquels on va être confronté, pouvoir y répondre de manière toujours constructive. Parce que c'est ça l'objectif, c'est quel que soit ce qui arrive, pouvoir toujours choisir l'aspect positif des choses parce que c'est des métiers qui sont difficiles. On a besoin beaucoup de sourire, on a besoin beaucoup de plaisir, on a besoin beaucoup de rire parce que parfois dans nos métiers, la compétition, l'adversité, la fatigue, les petits problèmes de la vie font que quand on est une personne avec un beau rayonnement intérieur, eh ben c'est plus facile pour soi, c'est plus facile pour les autres. Et voilà, c'est plutôt ce que je conseille. Donc bien se connaître soi, ça commence très tôt, ça commence avec les parents, avec les amis. Être heureux dans sa vie, c'est aussi se garantir que dans ce métier, ça se passera mieux. Merci Sylvain, Donc, merci voilà. beaucoup. Je te remercie Ben, énormément pour ton temps et ton intervention. Tes avec conseils, plaisir. vraiment, tes conseils étaient très clairs, très complets. Je pense que les participants en ont pris bonne note. C'est Sylvain, bonne Merci à soirée. vous. Merci. Très bonne soirée à vous tous. Au Au revoir. revoir.